L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres, animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Estelle Penin. Je suis ravie de l'accueillir pour un nouvel épisode, l'âme nomade. Nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de voyager ici ou ailleurs. Je vais vous mettre dans la confidence. Estelle est ma cousine. Je connais donc bien son parcours très singulier. Elle est connue en tant qu'artiste et poétesse. Elle partage notamment sa créativité par le chant, la prose et la peinture. Elle est écrivaine et a présenté au monde 3 livres, dont le dernier s'appelle « Naître fille, devenir femme » aux éditions Le Duc. Elle est conférencière et un de ses sujets de prédilection est la réalisation de soi. Forte de ses propres traversées et de ses enseignements, Estelle aime à transmettre une vision de la vie plus harmonieuse en accord avec sa véritable nature. Pour plus d'informations, vous pouvez la retrouver sur son site estellepenin.com et tous les autres liens seront inscrits dans la bio. Bonjour Estelle, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Carole, écoute, je vais très bien. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi, 2 âmes voyageuses qui aiment bien explorer. Donc je me réjouis qu'on partage un temps ensemble. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue dans cet épisode L'âme nomade. Je sais que toute ta créativité est tournée vers le voyage en soi, donc le voyage intérieur. Peux-tu nous en dire plus ? Qui es-tu aujourd'hui, Estelle ? Déjà, je trouve que tu as plutôt bien résumé ce que je fais. Et ce que je fais respire ce que je suis. Parfois, j'aime bien me dire que je suis une artiste arc-en-ciel, dans le sens où j'ai toute une palette de couleurs. Et en fait, chaque couleur me permet d'exprimer une part de moi, mais je m'accroche pas spécialement à une des couleurs. Je laisse peindre la vie à travers moi. Je sais pas si c'est une image qui te parle, mais disons que moi, elle me parle dans le sens où, parce que voilà, c'est de la créativité, mais je trouve que la vie est une expérience de créativité permanente. Alors moi, il s'avère que je l'expérimente à travers et mes relations et ma vie artistique et littéraire. Mais j'aurais pu faire plein d'autres choses à partir du moment où je suis dans cette conscience de créativité. Donc voilà, donc si je devais me définir, vraiment c'est ça, et dialoguer en fait avec ma conscience et observer la conscience du monde, quoi, la conscience dans le monde dans lequel on vit. Voilà, ça pourrait me définir, je pense, assez proche de là où j'en suis en ce moment en tout cas. Tu pourrais peut-être nous évoquer ce qui t'amène à un endroit plutôt qu'un autre dans ces voyages intérieurs, parce que c'est vrai que tu proposes l'écriture, tu proposes la peinture, tu proposes le chant. Est-ce qu'il y a un moment de l'année qui est plus propice à cette exploration ? Est-ce que c'est vraiment dans l'instant présent, tu vis ce que tu traverses et tu te laisses porter par un de ces talents ? Comment ça se vit, ce voyage intérieur avec tous ces talents ? En fait, ça se vit, tu as dit le mot, mais vraiment qui est devenu essentiel dans ma vie, c'est l'instant présent. Je ne peux plus rien m'imposer comme une méthode, un outil ou une façon de faire. C'est vraiment que l'inspiration du moment. Alors, il est vrai que avec le travail intérieur et les voyages, j'ai remarqué quand même que souvent tout part de l'écriture pour moi, pour ensuite après aller s'exprimer dans le vivant. Ça commence d'abord par une intériorisation, déposée sur le papier, déposée sur un écran. Et ensuite, parfois ça devient une poésie, parfois ça devient un roman, parfois ça va devenir une chanson. Et parfois ça va s'exprimer sans mots, c'est-à-dire avec la peinture. Et quand il s'agit d'un spectacle et d'une communauté, c'est-à-dire un partage avec d'autres, c'est vrai que ça s'exprime plutôt dans la danse et puis la chanson. Et aujourd'hui, écoute, il y a des choses qui s'ouvrent, qui sont complètement un peu inattendues.
C'est le cinéma. Là, c'est nouveau. Et j'ai écrit des scénarios il y a longtemps. Et puis là, il y a des ouvertures. On verra. Je ne veux pas trop en parler parce que pour l'instant, c'est vraiment au tout début. Mais qui pourraient m'amener à sortir de ce voyage intérieur de l'âme individuelle pour aller dans un collectif. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Mais j'en suis vraiment aux prémices. Et je crois que c'est très juste dans mon cheminement intérieur qui me parle très fort après avoir fait ce chemin d'une vingtaine d'années vraiment au cœur de mon âme, je sens combien c'est important. Alors j'ai déjà partagé, j'ai déjà été en groupe, ça c'est vrai que ça fait partie déjà de ma vie. Disons que là c'est aller dans le monde avec cette conscience réconciliée à l'intérieur de moi. Donc je sens que ça va être vraiment une nouvelle expérience très forte, collective, voilà, qui va venir. Mais en ce moment en tout cas, ce qui jaillit, c'est beaucoup d'écriture. Et c'est vrai que j'aime bien vivre avec les saisons, sans me rendre dogmatique. Allez, ok, c'est le printemps, il faut que je vive comme ça, l'été comme ci et comme ça. Mais j'ai remarqué que effectivement, j'avais beaucoup de plaisir à entrer, par exemple, dans ces saisons yin, comme l'automne et l'hiver, ces saisons froides. J'aime pas le froid et l'humidité, donc j'ai envie d'être dans un cocon. Voilà, comme le féminin en fait, dans une matrice, dans un cocon. Et ça, c'est quand même un espace idéal pour créer. Donc j'aime, c'est vrai, créer de plus en plus en automne et en hiver. Et ensuite partager au printemps et à l'été. Maintenant, si ça se fait différemment et qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, bien sûr, j'y vais. Tu vois, c'est pas quelque chose de rigide et de posé. Mais disons, quand je peux le faire, je fais comme ça parce que vraiment, ça me plaît d'avoir cette vie en reliance avec les saisons et en harmonie avec elles finalement. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, tu vois, pour rejoindre l'âme nomade, quoi. C'est-à-dire que l'âme, des moments, a besoin d'être nomade et de voyager, et puis des moments, elle a besoin d'être en silence et dans son calme, quoi, dans son cocon, pouvoir après revenir enrichi par ce voyage intérieur, prêt à être partagé. Et pour moi, c'est ça la créativité en fait. C'est aller au contact de mon âme, de cette partie de moi qui résonne pas, mais qui ressent, qui a des visions, qui explore. Ensuite, la mettre au service de mon raisonnement pour le structurer, pour l'habiter, pour l'incarner. Et ensuite, les deux, le mariage des deux, ça donne une création. Mais je me limite pas, en fait. Alors, c'est vrai que parfois, en France, on a tendance à vouloir mettre des gens, tu vois, dans un créneau. Moi, j'ai jamais pu, bien que bon, pour moi, être artiste, ça peut être ouvert à toute forme de créativité. Pourquoi se limiter? S'il y a des choses qui sortent de soi, pourquoi se limiter? Moi, je suis pour la liberté d'expression. Ce qui m'intéresse, c'est de m'exprimer. Après, quand c'est partagé, ça plaît ou ça plaît pas, et ça, c'est plus de mon ressort. C'est plus, par exemple, la peinture, c'est quelque chose qui m'est venu vraiment en état de conscience modifié après une méditation. Je t'assure que si on m'avait dit un jour que je peindrais, je n'aurais pas cru parce que je suis vraiment pas douée en dessin. J'ai pas dessiné, mais c'est vrai que c'était des chakras qui me venaient parce que j'étais vraiment à fond dans ce travail à cette époque-là. Et on dit que la peinture, c'est l'inconscient, je veux bien le croire parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de dessiner. Et en fait, j'ai voulu faire bien mon premier dessin, ma première peinture, une catastrophe, parce que j'ai voulu faire bien. Et après, j'ai dit mais attends, c'est pas ça. Créer, c'est s'exprimer, laisser faire. Donc j'ai médité et j'ai laissé faire. Et en fait, j'avais l'impression d'être dans une énergie qui me guidait plus que, tu vois, c'était plus quelque chose comme une guidance. Et j'étais un canal et je faisais. Et après, on aime ou on n'aime pas. Je veux dire, on dit que c'est bien ou pas bien. Bon, il s'avère qu'il y a quelques peintures qui ont été vendues sans que je cherche à les vendre. Bon, je me suis dit, il y a une piste. Mais tu vois, j'ai pas exploré plus parce qu'après, c'est l'écriture qui est revenue. Donc, j'ai fait ce qui était là juste au moment où ça se présentait finalement. Moi, j'ai l'impression que ma créativité s'explore quand elle se présente à moi. C'est plus ça, c'est pas moi qui vais la chercher, c'est comme si ça venait me chercher, tu vois. Et pour en arriver là, je crois que le chemin, c'est aussi le fil d'or. Il y a quelque chose de l'ordre de l'appel, parce que pour avoir cette maturité, de pouvoir se poser, se déposer au plus près de soi, dans cette qualité de présence, d'accueil, et simplement le transmettre, je dirais simplement entre guillemets, c'est quand même pas rien. Il y a tout ce chemin, c'est-à-dire que dans ton livre « Naître fille, devenir femme », tu l'expliques, tu explores bien tous les aspects de ta vie depuis loin, depuis petite fille. Et je me rends compte que dans ce tissage, il y a quelque chose de l'ordre de la constance. Tenir ce fil d'or, c'est certainement ce développement en soi, vivre sa place en toute légitimité, et que
avec cette trame centrale, on peut être effectivement ici ou ailleurs, et c'est ça le voyage, tu vois. Il y a quelque chose d'accueillir les expériences, les rencontres et ce que j'appelle les appels pour naître à soi-même. Toi, ça c'est le nom de mon livre à moi, Oser le vivre, naître à soi-même. Et dans Naître fille, devenir femme, il y a quelque chose du côté de naître à soi-même. Est-ce que tu ressens ça complètement, aussi? c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu ce chemin que je suis presque renée. Tu vois, on le dit souvent, il y a la naissance biologique. Et puis moi, j'ai vraiment eu la sensation, après une traversée de la nuit noire, hein, comme on dit, la nuit noire de l'âme, qui était à travers des souffrances quoi, et des épreuves, que j'en suis ressortie, grandie, et que je suis née à moi-même et non pas ce que j'étais avant, qui était naître en étant enveloppé des mémoires, de la lignée, de la société, de ce qu'on m'avait enseigné, etc. C'était à un moment arriver à entendre ces voix en moi qui étaient les miennes et non pas celles des autres. Et ça, c'est vrai que c'est le fruit d'un travail intérieur et c'est ça qui a fait qu'après a pu naître de la créativité. Parce que franchement, il y a très longtemps, bon maintenant ça commence à faire plusieurs années, j'étais vraiment une femme productive, quoi. Tu vois, j'étais vraiment dans la production, dans l'action. Je créais très peu. Je savais même pas que j'étais créatrice. Hein. J'étais pour moi le fruit de mon éducation. Être artiste, c'était un hobby, et puis créer, c'était pas ça l'important. L'important, c'était de faire de l'argent, d'être producteur. Si, c'était de créer quelque part, mais c'était pas moi, en tout cas, la création qui m'inspirait, voilà, on va dire. C'était une création de la société, c'était pas la création de mon âme, quoi, en fait, tout simplement. Et il a fallu faire ce voyage intérieur, ce voyage de l'âme, disons, de manière guidée. Hein, c'est grâce à des guides, hein, franchement. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de respect et de tendresse et d'amour pour, disons, les gens qui m'ont enseigné, parce que franchement, je pense que j'ai gagné d'abord des années, et peut-être toute seule, bon, mais en tout cas, moi, j'avais besoin d'avoir une autorité extérieure pour me montrer la voie intérieure. J'ai trouvé que c'était, en tout cas pour moi, c'était important, parce que j'avais absolument pas confiance en moi, en mes voies intérieures. J'avais une grande intuition dès l'enfance, qui a été très vite balayée. Voilà, je me sentais trop différente, trop bizarre, un peu marginale, quoi, presque avec mes ressentis spirituels déjà toute petite. Et du coup, j'en parlais pas et j'ai voulu rentrer dans le moule. Enfin bon, c'est assez classique, hein, finalement. Voilà, j'ai voulu rentrer dans le moule. Mais en faisant ce voyage vers l'âme, c'est-à-dire ce voyage intérieur, ce retour à ma spiritualité profonde, j'ai développé en fait les dons qui étaient les miens, uniques et personnels, que Dieu m'avait donné, parce qu'aujourd'hui j'ai plus de mal à dire ce mot, même si il est peut-être un peu, voilà, moi je trouve qu'il est galvaudé, il faut faire attention peut-être aux mots qu'on utilise, mais bon, disons que c'est un mot pour faire comprendre que moi je pense que je suis en co-création avec quelque chose de plus grand que moi. Et ça c'est très important pour moi, parce que de le dire maintenant, dans le voyage de l'âme, parce que justement, je viens d'une éducation athée, donc absolument pas prédestinée à rencontrer cette part de moi. Alors après, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de faire du sport et puis d'être au conservatoire de musique. Donc ça, c'est une grande chance finalement, parce que ça m'a donné quand même des billes pour me dire que j'avais quand même quelque chose de ce côté-là. Mais une fois que je suis rentrée dans la vie active, j'avais complètement délaissé ça, pensant que c'était juste du hobby. Alors que pour moi, c'est vital, quoi. C'est même plus un métier, hein, tu vois, d'être créateur, créatrice. C'est ma façon d'être, en fait. C'est ma façon d'être aujourd'hui, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a eu, je sais que tu l'évoques aussi dans ton livre, mais tu peux peut-être aussi l'évoquer là, est-ce que c'est un choc, une rencontre? Le switch, il est à quel moment? Un voyage, par exemple, voyage initiatique? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette bascule, qu'à un moment donné, tu t'es dit c'est là et pas autrement? Tu veux dire par rapport à la créativité, ou juste par rapport au début du voyage de l'âme, tu vois, de le fait d'aller chercher quelque chose au-delà de la rationalité?
J'ai l'impression qu'avec toi, les deux vont ensemble. Donc, si tu veux, je pense que le début de ton voyage, c'est aussi t'autoriser à ta créativité. Mais est-ce qu'il y a eu justement quelque chose, encore une fois, bon, moi, c'est l'appel des éléphants, je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais est-ce que toi, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois, un déclic? Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi la maladie, ça peut être un voyage, pour le coup, dans un ailleurs, enfin, vivre une expérience particulière. Si je regarde vraiment le début, le déclic, c'est vrai que finalement, ça part d'un voyage. Hein. C'est quand j'ai décidé de quitter Paris pour aller vivre à New York sans date de retour. J'étais partie, là, vraiment, à l'aventure. Hein. J'avais pas beaucoup d'argent, juste de quoi tenir les 3 premiers mois, et puis après, on verrait bien. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Alors, j'ai vécu 1 an et quelques comme ça, je sais plus, un peu plus d'1 an. C'était super, j'ai adoré cette expérience complètement, qui me paraît aujourd'hui complètement folle, tellement ça m'a demandé une énergie de dingue, mais c'est l'énergie que j'avais, a priori, et qui était vraiment l'inconnu total, dans une ville où je connaissais une personne. C'était un bon démarrage, et je dirais que ce qui m'a vraiment fait un déclic, c'est la rencontre avec un homme qui était dans la musique. On s'est rencontrés à la base dans la musique, puisque c'était vraiment l'univers dans lequel je travaillais juste avant de quitter Paris. Et en fait, c'était un ancien manager d'un groupe de rock'n'roll, avec tout ce que ça comporte, délire, tournée, etc. Donc, il était devenu malheureux dans ce milieu-là. Et il était revenu à son premier métier très très loin, c'était préparateur en pharmacie, en plantes, herboristerie, voilà. Donc, et il avait été initié par un maître. Et alors moi, tout ça, ces mots-là, à l'époque, si tu veux, on est en 99, ça me fait très très peur. Moi, dès que tu me parles de maître, de gourou, d'énergie, j'ai très très peur parce que en fait, dans la famille, dans ma famille, dans une partie de la famille, il y a eu des expériences autour de la spiritualité qui pour moi n'ont pas été des bonnes expériences. Et c'est vrai que j'avais très peur. Vraiment, j'avais très peur de ce monde-là. En fait, je crois que j'avais très peur de la folie. C'était ça le message, je le découvrirai bien plus tard. Mais à l'époque, j'avais peur de ce monde-là parce que pour moi, c'était invisible, impalpable. Et puis, l'énergie, mais qu'est-ce que c'est? On peut être manipulable. Enfin, je m'étais fait tout un truc dans ma tête. Et ce monsieur, cet homme, vraiment, ça a été comme un grand frère. Avant qu'on en arrive à ce moment-là, cet homme-là, il m'a fait découvrir un New York, comme on dit underground, quoi. Vraiment un truc que tu vis pas, que tu vis qu'avec quelqu'un qui connaît cette ville. Et ça, j'ai adoré vivre des expériences avec lui dans des communautés différentes. Voilà. Donc, il m'a fait découvrir un New York que j'aurais pas découvert sans lui. Et puis après, à un moment, il m'a dit, écoute, tu es une personne spirituelle, mais tu ne le sais pas. Et il m'a dit, on t'a jamais mis le doigt là-dessus, et pourtant, tu es quelqu'un qui est en quête, mais tu ne le vois pas. Et en fait, ça me parlait quand il me parlait, bien que j'en avais très peur. Et puis, lui, je lui ai fait confiance. Et ça a été la première personne à New York qui, d'ailleurs, j'étais à New York, mais alors là-bas, j'ai arrêté de sortir. J'allais tout le temps à Central Park, je cherchais la nature. Et finalement, en étant à New York, je me suis calmée. C'est une ville qui m'a recentrée, bizarrement, et grâce à lui, principalement. Donc, c'est vraiment ce voyage dans une ville complètement électrique, agitée au possible, une jungle urbaine. New York, c'est vraiment la jungle, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Il y a des moments de grande solitude où j'avais l'impression d'être aspirée dans une ville où je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir là-dedans? Et puis, il y a d'autres moments où j'étais en harmonie avec cette ville, où je me sentais comme une ancienne indienne. Alors ça sera dans des voyages intérieurs que je ferai au Pérou, où je verrai que apparemment j'aurais été amérindienne aux États-Unis, justement. Alors, je ne sais pas si c'est à New York ou ailleurs. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était Lakota, mais je ne peux pas le certifier, bien sûr. Mais en tout cas, quand j'étais à New York et que je descendais tout Broadway, qui est la seule rue qui n'est pas droite, comme beaucoup de rues à New York. Et en fait, je sentais à l'intérieur de moi que c'était un ancien sentier indien. Et je n'arrêtais pas de penser à ça. Je disais, mais si New York a cette énergie, c'est parce que les Indiens, avant que les colons arrivent, les Indiens ont habité ici, ont fait des pèlerinages sur cette route. Te dire d'où je tenais ça, je ne sais pas, mais je le ressentais comme ça. Comme tu disais, pourquoi cet appel des éléphants? Je te dirais, pourquoi cet appel des Indiens? Alors que dans ma famille, tout ça, bon, c'est pas quelque chose auquel
voilà, j'avais été initiée, où il y aurait eu tu vois, quelqu'un qui aurait aimé ça et qui m'aurait mis sur la voie. Non, c'est vraiment venu de moi, comme ça, sans savoir pourquoi. Et j'ai toujours préféré les Indiens aux cow-boys. Ça, c'est vrai, dans tous les films. Ça a toujours été un coup de cœur, les Indiens. Et un jour, on me dit que c'est possible. Alors, je sais plus où j'ai lu ça, mais que ça serait possible, effectivement, que c'était bien une ancienne voie de pèlerinage. Bon, et c'est vrai que dans cette ville, j'ai ressenti quelque chose de très particulier. Donc, ce voyage-là, vraiment, effectivement, c'est le tournant de ma vie. Si je dois être vraiment maintenant, tu vois, je te remercie de me ramener au voyage, parce que je conscientise en te le disant. Finalement, la bascule, elle s'est faite là. Elle s'est faite là-bas. J'ai changé de vie à partir du moment où je suis partie à New York. Bon, faut dire que déjà tout quitter comme ça, sur un ras-le-bol ras-le-bol de plein de choses, en n'ayant pas beaucoup d'argent, je peux te dire que ça m'a fait traverser tout un tas de peurs. C'est un sacré voyage initiatique, vraiment concret dans la matière finalement, parce que je ne savais pas où j'allais. Hein. Vraiment, c'est pas la voie la plus facile, on va dire, hein, quand tu pars sans savoir où tu vas. Mais ça devait me correspondre puisque je l'ai fait. Et ça m'a permis après de vivre des expériences super, parce qu'après un deuxième voyage va transformer ma vie, c'est Miami. D'ailleurs, ça sera le sujet de mon premier livre, avec la rencontre avec ce que moi je considère comme mon âme sœur. Et ça sera pareil, un déclic qui va m'emmener vers une lecture d'âme, qui va m'emmener vers une compréhension de vie antérieure. Après, on croit pas, moi en tout cas, ça a résonné en moi. Et qui a été un chemin incroyable aussi avec cet être, avec qui j'ai pas pu avoir la relation que j'espérais ou qu'on idéalisait, mais en fait, ça a duré quand même 9 ans de contact intermittent. Et puis, au bout de ces 9 ans, le voyage s'est arrêté en retournant aux États-Unis, voilà, à la Nouvelle-Orléans. Et là, c'était fini c'était fini, et l'histoire devait se terminer ici. Et c'était l'ouverture là où j'ai rencontré l'homme avec qui je vis aujourd'hui. Donc, c'était des voyages qui ont déclenché des déclics vraiment importants, finalement, pour moi, que j'avais pas remarqué. C'est vrai que j'étais très voyage intérieur, mais finalement, il y a eu des voyages dans ma vie qui ont été déterminants. Ouais, c'est vrai. J'en ai pas fait tant que ça, finalement, mais ceux que j'ai faits, ils étaient utiles. Ils avaient leur utilité, c'est clair. Ils avaient leur sens. Oui, ça permet c'est comme une séquence de vie, quoi. Pas de plus. Ce qui t'amène à grandir, ce qui t'amène à être plus autonome, à te prendre aussi plus en compte tes véritables besoins, ton désir. Tellement des voyages qui t'ont permis cet étayage qui font qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus sereine avec qui tu es. Et je crois que c'est important cet ailleurs, et en même temps je vis complètement l'idée de vivre ces voyages intérieurs et que c'est au plus près de soi et que ça peut être chez soi. Et je trouve quand même que le décalage, la rencontre avec l'étranger, tu vois, avec une autre singularité, permet quand même d'aller chercher ce qu'on ne pourrait peut-être pas trouver sur sa terre originelle, c'est-à-dire peut-être ses mémoires qui font qu'il y a une part de soi qui se révèle complètement. Et j'entends vraiment ça dans ton témoignage, une part de toi qui s'est révélée à chaque fois par l'oser l'inconnu, l'oser le vivre, et qui te ramène à chaque fois te rassemble comme les pièces d'un puzzle. Hein, et c'est vraiment intéressant, oui, que toi, en plus là, en le disant, tu réalises que, ah ouais, il y avait ces étapes-là. Ça s'est fait aussi à ces complètement. moments-là. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est autant le voyage physique, dans la matière, dans la réalité, et transformateur et enrichissant. Moi, j'adore arriver dans un lieu où je connais rien, en fait. Je me rends compte que j'aime ça. J'aime découvrir aussi d'autres cultures. J'aime découvrir ce qui est différent, en fait, de moi. Et en fait, dans les maîtres que j'ai eus, il y a quelqu'un qui m'avait dit « L'autre, c'est toi habillé autrement ». Tu vois, cette phrase, elle me parle beaucoup. D'ailleurs, j'ai le frisson quand je te le dis. Parce que je pense qu'en fait, en allant dans ces voyages autant intérieurs, pour vraiment, en ce qui me concerne, moi, c'est pour vraiment entendre ma voix ou mes voix intérieures et essayer de faire le ménage et essayer d'aimer tout ce qui constitue cet être, paradoxal et multiple, pour essayer de me trouver le plus... essayer d'aller au cœur de ce que je suis, quoi, d'expérimenter toutes ces facettes. Hein. Je suis blanche et noire, je suis féminine, masculine, je suis pleine de contradictions et de complémentarité. Enfin, donc ça, je me dis que de toute façon, c'est le voyage d'une vie. Je vais explorer ces multiples facettes.
Et après, quand je peux les explorer à l'intérieur de moi, bon, ça me permet de voyager sans me déplacer, ça c'est super. Mais je trouve aussi que le voyage physique est très formateur et très porteur. Voilà, à partir du moment où tu y mets de la curiosité, de l'ouverture, de la conscience, quoi, en fait. Ça, c'est comme tout, finalement, dans la vie. Tu peux partir en voyage, je sais pas, j'ai rien contre les voyages organisés, hein, pas du tout, mais je veux dire, moi, je m'enrichis plus en allant à la découverte des gens que dans par exemple, un voyage organisé. Je me sens moins touchée. Bon, c'est un exemple, hein. Quand je dis organisé, ça veut rien dire parce que toi, tu organises ton voyage, mais c'est des voyages de conscience, c'est des voyages vraiment profonds. Je parle des choses qui vont rester plus en surface, voilà. Et pour moi, le voyage intérieur est nourri du voyage extérieur et vice versa. C'est une danse, entre les deux en permanence. Et c'est comme ça que j'apprends à me connaître. Et plus j'apprends à me connaître, plus je donne ma créativité aussi à partager sans la peur que j'ai pu avoir au tout début. Mais c'est des peurs qu'il fallait que je traverse. La peur d'être jugée, la peur d'être critiquée, la peur d'être rejetée, la peur de mal faire, le perfectionnisme. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont venues à moi, du coup, par cette voie de vouloir partager à un public. Hein. J'aurais pu garder ça pour moi, mais c'était important pour moi de partager. Et je sais que ça faisait partie de mon chemin de guérison, vraiment, d'aller vers le partage, quoi. Ça, c'était une évidence pour moi, qui s'explique pas, quoi. Il fallait que je le fasse. C'est ça aussi l'appel, hein, et c'est ça aussi la différence entre le voyage touristique et le voyage spirituel et initiatique. Voilà, exactement. Oui, effectivement, on a d'autres propositions et tout est juste, hein, chacun en est là où il en est, effectivement, mais oser ce voyage initiatique, c'est quand même un sacré défi pour soi, quoi. C'est quand même oser vivre quelque chose qui est déjà souvent hors du commun, hors du temps, enfin c'est d'une puissance incroyable. Et aujourd'hui, si tu avais l'envie d'un voyage, tu irais où? Parce que je sais que tu es très en lien avec notre mère la Terre, tu es très en lien avec les animaux aussi, je connais ça de toi. Ça peut être un lieu sacré, ça peut être une personne. Ça serait quoi? Là, si tu pouvais partir, si tu voulais, si tu avais cet élan, ça serait quelle destination? Bonne question. Et donc, il y a certains voyages que je veux faire, que j'aimerais faire, effectivement. Donc, il y a effectivement l'Asie. Mais quand je te parlais, c'est vrai que j'avais ce truc de Costa Rica qui me menait en tête et une partie de l'Amérique du Sud, parce que finalement, j'en ai vu très peu de l'Amérique du Sud. À part le voyage que j'ai été faire, qui était un voyage initiatique, je ne connais pas l'Amérique du Sud, je ne sais pas. Et pourtant, je sens que là-bas, il y a des choses que j'ai pareil, peut-être de vie antérieure, peut-être quelque chose qui m'appelle. Voilà, je saurais pas l'expliquer. Comme j'ai eu cet appel aux États-Unis, avec le côté indien d'Amérique, tu vois, indien d'Amérique du Nord, et bien maintenant, je crois que j'aimerais mieux connaître, en tout cas, cette partie du monde. Oui, parce que tu es déjà allé au Pérou vivre une expérience très, très particulière, donc tu connais quand même un petit peu cette ambiance de l'Amérique du Sud que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Moi, je suis branchée Asie, mais bon, après, j'aimerais pouvoir voyager à plein d'endroits comme toi. Donc là, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Et le Pérou, tu en as gardé quel souvenir? Disons que le Pérou, comment te dire, je peux pas dire que je connais le Pérou. Franchement, je suis arrivée à Lima, on a passé une journée à Lima, et après on a pris un petit avion pour aller jusqu'au cœur de la jungle à Tarapoto. Et à Tarapoto, on est arrivé sur un petit pont, un pont de liane là, et une fois qu'on est parti sur le pont, on est parti à marcher dans la jungle pour arriver jusqu'à ce centre qui était vraiment un centre dédié au travail intérieur, au développement personnel, etc. Donc c'est un lieu qui était tenu par des locaux, hein, par des gens. Et avant de prendre le pont, c'est vraiment le village avec des enfants, mais c'est pauvre, c'était très pauvre et tout ça. Et c'est marrant parce que je me rappelle quand on est arrivé, on s'est pas vraiment arrêté parce que la nuit allait tomber, donc on pouvait pas discuter avec eux. Mais après en partant, nous qui étions 21 jours de silence, on est arrivé au milieu de ces villageois. Ben là, c'est vrai que moi, ça a été super. J'ai un souvenir vraiment. Alors, est-ce que c'est l'occidental qui était toute contente, mais j'avais des enfants. Moi, c'est les enfants qui sont venus à moi. J'ai pas parlé avec les villageois adultes, mais par contre, les enfants, ils sont venus autour de moi et
Je pense qu'ils ont réveillé mon côté maternel, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais en tout cas, c'est l'image que j'ai, moi, de ces enfants. On ne parlait pas la même langue. Je me rappelle plus parce que c'était en 2008, mais je sais qu'on a vécu un moment avec eux. Mais bon, voilà, c'est la seule expérience avec des locaux vraiment concrète, qui a été furtive, hein, quelques heures. Et sinon, après, une fois qu'on est rentré dans la jungle, on est arrivé dans ce lieu. Et c'est vrai que là, dès que j'ai passé le pont de Liane, que j'ai traversé le Rio, commençait à pleuvoir. Et je me suis dit, dans quelle galère, dans quelle folie je suis partie, dans quel truc. Je te jure que j'avais peur, très très peur. Parce que je savais qu'on allait vivre un truc spécial, mais je me disais, mais t'es inconsciente, quoi. T'es inconsciente, quoi. Tu pars dans un truc. Alors attention, j'étais avec un groupe que je connaissais, un maître qui nous avait préparé. On n'a pas du tout été à l'aventure comme aujourd'hui, malheureusement, au Pérou, il y a des voyages comme ça qui sont un peu dans le parcours touristique, quoi. Et là, c'est plutôt dangereux. Enfin, à mon sens, c'est très dangereux. Mais là, on était vraiment préparé à ça. On s'était préparé le mois précédent. Et quand on arrivait là-bas, on savait ce qu'on allait faire. On allait vivre une expérience avec les plantes sacrées du Pérou et avec les chamans locaux et avec notre maître. Et on allait, comme il nous a dit, dès qu'on arrivait, on allait affronter la mort de notre ego. Et moi, je peux te dire que la mort, elle est venue frapper, toquer à ma porte directement. Ça faisait 10 minutes qu'on marchait. Donc déjà des bruits complètement nouveaux, hein, des bruits de la jungle, le soleil qui commence à descendre, donc un peu quand même, bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a autour de nous, mais bon, on marche, c'est quand même un petit sentier. Et puis il y a un homme devant moi, une armoire à glace, hein, au moins 2 mètres, il tombe raide devant moi. Et en fait, il est mort. Il est mort. Alors je rigole, c'est pas drôle du tout parce que là, c'est vraiment arrivé après. En plus, on avait fait un long voyage, tu vois, 14 heures, on était fatigués. Il y a les moustiques qui commencent à arriver. On est dans une humidité. Enfin, c'est différent, quoi. C'est un autre contexte. Et donc cet homme fait un arrêt cardiaque et il tombe devant moi. Mais ça se passe devant moi, quoi, avec l'infirmière qui était juste là à côté, heureusement. On se retrouve à arriver avec la pluie qui se met à tomber dans ce lieu et la mort qui est là. Voilà, d'entrée. Et en fait, suite à évidemment ce drame, parce que voilà, c'est un drame pour tout le monde, quoi. Et ça fait travailler plein de choses, parce que moi, tout de suite, j'ai eu la réaction de le chaman peut le sauver. Mais non, le chaman ne sauve pas. Le chaman aide à passer son âme d'une rive à l'autre, mais son rôle n'est pas de sauver. Et si c'est son heure, c'est son heure. Hein. Voilà, donc apparemment, c'était son heure. Et ce qui est dingue, c'est que après, pendant l'initiation de 21 jours dans le silence, on a des moments de témoignage. Sa femme était là. Et sa femme nous a dit qu'avant de partir, alors je ne sais pas si c'est sa femme, elle était là ou elle nous avait appelé, je ne sais plus. En tout cas, on a eu l'information que sa femme a dit qu'avant de partir, il aurait dit « je retourne sur la terre d'où je viens », alors qu'il n'était pas péruvien, hein, et si je dois quitter cette terre, je quitterai cette terre droit dans mes bottes, enfin quelque chose comme ça, sur cette terre. En fait, il est parti droit dans ses bottes, c'est le cas de le dire. Enfin voilà, c'était une formulation sûrement un peu différente, tu vois, parce que ça, c'est assez loin, mais ça m'avait vraiment marqué. Et ça nous avait fait travailler tout de suite, dès le soir même, avec le chamanisme, puisqu'on était vraiment guidé par un chaman yogi. Donc on a tout de suite été dans l'accompagnement de cette âme. Et moi, si tu veux, ça, c'était un voyage qui m'aurait fait peur il y a des années auparavant. Et là, je ne peux t'expliquer pourquoi, si c'est parce que j'étais sur cette terre. J'ai accompagné, enfin voilà, j'ai pas senti cette âme partir. Je pense que j'avais pas ce don-là à développer, mais en tout cas, mon cœur sentait qu'il fallait que je le fasse, qu'il fallait que je sois là et que j'accompagne avec des prières, avec ce qu'il fallait faire pour accompagner cette âme à partir sur l'autre rive. Alors tu vois, le voyage avait commencé chaudement. C'est le voyage le plus dingue de ma vie, ça c'est sûr. Je pense que je serais pas capable aujourd'hui de me lancer dans parce que pour moi c'est une aventure, quoi, et intérieure et même par rapport à ce que j'avais vécu, j'avais jamais été une exploratrice, moi, aventurière. Hein. Je veux dire, j'étais partie dans quelques pays, mais c'était des pays dans lesquels, voilà, d'Occident, quoi. Donc tout était nouveau pour moi, tout était déstabilisant, et en même temps, j'imagine que c'est ce qu'il me fallait, parce que c'est vrai qu'un soir j'ai vécu une expérience atroce. Vraiment, je crois que j'ai vraiment vu ce que c'était avoir peur, très peur. Et quand je suis revenue du voyage avec l'ayahuasca, ce soir-là, le chaman, le guide, m'a dit tu viens de tuer ton ego. Alors j'ai dit si c'est ça, tuer mon ego,
Bonjour, quoi. Bonjour. Je pense qu'on peut le tuer de plein de manières. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était une voix une voix de guerrier, hein, une voix de, tu vois, et ça Mhm. correspondait à l'époque, en fait. Je pense que le voyage initiatique, c'est pareil. Je pense qu'il t'appelle selon ce que tu es. Moi, j'étais assez guerrière à ce moment-là encore. D'ailleurs, j'avais choisi un maître très guerrier, très fort. D'ailleurs, en revenant de ce voyage, là-bas, je l'ai dit dans mon bouquin parce que vraiment, je crois que j'ai déposé ma virilité parce que j'étais assez masculine dans ma manière d'être, etc. Et c'est vrai que là-bas, j'en ai eu marre de ça. J'ai dit ça, c'est fini, ça y est. Ça, je ne veux plus. Je veux aller traverser autre chose. Je veux découvrir autre chose. Je veux plus être guerrière. Ça ne m'intéresse plus. Mais il a fallu aller jusqu'à cette expérience, pour moi, je pense, extrême. Voilà, c'est ce qu'il fallait sûrement que je vive. Pour après me dire, d'ailleurs, j'ai relu mes cahiers quand j'ai écrit mon livre, pour voir ce que je pouvais retenir et pas retenir, pour partager sans être trop. Bon, c'était pas évident ça à choisir les séquences, mais en tout cas, il y en avait une où vraiment je craquais et je disais mais je ne veux plus de violence. Je ne veux plus de violence. Et pour moi, c'était violent. C'était violent. J'ai traversé et ma propre violence et je pense la violence de cette expérience pour une occidentale qui n'est pas de cette culture. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Bien sûr. Après, j'ai eu des moments sympas, hein. J'ai Mhm. pas eu que des moments difficiles, mais quand même, ce que j'en retiens, même des années après, c'est quelque chose de très déroutant. Alors, en même temps, pour l'artiste que je suis, si tu veux, le fait d'avoir eu des visions, bon, quelque part, c'est pas mal aussi parce que j'ai fait des voyages où je voyais carrément des visions. Comme par exemple, à un moment, je sais que j'ai été dans mes ombres, vraiment, comme on dit, aller dans ses ombres. Bon, bah, ça s'est matérialisé par des énormes serpents visqueux. J'étais l'un d'entre eux. Et je peux te dire, je ressentais tout, la peau, le contact, et j'étais dans une eau noire. Et j'essayais pas d'interpréter, je vivais l'expérience complètement comme si j'étais ce serpent. Et à un moment, après avoir traversé des eaux, mais vraiment, mais c'était infect, hein. Et à un moment, ce serpent, il a mué, et j'ai une vision complètement différente du serpent. Alors après, le serpent, bon, ben, on peut interpréter ça de plein de façons dans le chamanisme. Il y en a qui disent que c'est une très bonne chose de voir des serpents parce que c'est aussi la Kundalini, hein, pour certains, ou c'est le serpent du Bien caducée, sûr. etc. J'ai pas voulu interpréter ce que je voyais parce que de toute façon, c'était pas le sujet là-bas. C'était sujet à expérience, mais à aucune interprétation. Si tu veux, on avait les cérémonies la nuit. Et puis la journée, on se reposait, on lisait, mais toujours dans le silence, voilà, et on se parlait pas. Donc on était dans la conscience en permanence. Et vraiment, c'était d'avoir mon ouïe, mon odorat, tous mes sens ultra développés, au point où un jour, j'étais assise au bord du Rio, et là, j'entendais un aigle comme s'il était à côté de moi. Alors que quand j'ai levé la tête, il était très très haut dans le ciel, et j'entendais tout ce battement d'ailes presque le squelette. C'est un truc complètement fou. J'entendais vraiment tout son mouvement. Après, je voyais les poissons, j'entendais quand ils sortaient, mais je les entendais pas du tout comme je les entends aujourd'hui, quoi. C'était exacerbé, mais c'est la force de ces voyages initiatiques Exactement. chamaniques, hein. C'est l'expérience, je dirais que c'est le summum de l'expérience. On peut faire plus doux en fonction de qui on est. Et c'était certainement, effectivement, à la hauteur de ce que tu avais besoin de rencontrer pour faire ce retournement en toi, cette mutation. Donc le serpent, bon, pour moi, je dirais que c'est une image très, très puissante de la vie vivante, Ah tu oui. vois. Au contraire, l'Ouroboros, je veux dire, tout le symbolique toute la symbolique du serpent, pour moi, c'est vraiment le synonyme de mutation, de transformation. Sacré Ouais, nettoyage. sacré nettoyage. Et c'est vrai que j'ai eu la sensation de déposer un fardeau sans y mettre d'explication et j'étais contente pour une fois de ne pas chercher à comprendre. J'avais enfin, je pense, grâce à ce voyage, acquis cette capacité à ne plus vouloir comprendre et analyser. J'avais vécu une expérience du vivant complètement, c'est-à-dire autant dans la conscience avec le voyage chamanique la nuit, que le jour dans le vivant où il n'y a pas, il y a rien d'autre à faire que d'être, en fait. Il n'y a rien. On est là, on mange en conscience, on marche en conscience, on regarde en conscience, on respire en conscience. On dort en conscience, on fait des rêves en conscience. Donc c'est vrai que c'est très puissant pour revenir au vivant. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que ça a été un tournant aussi par rapport à cette histoire de vouloir aller vers quelque chose de plus doux maintenant avec moi-même, quoi. Voilà, c'était maintenant. Maintenant, je vais aller traverser mon féminin. Et j'ai fait un autre voyage avec le féminin grâce aux 13 mers.
Ça, c'est un enseignement amérindien, avec le tambour, avec les cercles de femmes. Les cercles de femmes, j'ai trouvé vraiment extrêmement puissants, dans la reliance qu'on a, nous les femmes, à se comprendre et à se retrouver dans notre sororité, alors qu'avant cette expérience-là, je sentais encore beaucoup de jalousie, de domination, de compétition. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à rencontrer de plus en plus de femmes qui avaient guéri leur féminin blessé de plus en plus et qui n'étaient plus dans cette compétition, mais vraiment dans cette sororité que j'appelais de toute mon âme. Ça, vraiment, quoi. Ouais. Alors ça, je connais bien pour avoir aussi vécu ce processus, donc je sais bien de quoi tu parles. Et ça pourrait être notre jolie conclusion, puisqu'on s'achemine vers la fin de notre rencontre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Avec quoi tu es là? Selon quoi, la coloration, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Je pourrais rajouter que je suis heureuse de partager ça avec ma cousine, que je sais que ça fait des années qu'on a des points communs et que je suis heureuse que tu fasses ce podcast qui, je pense, te ressemble, qui, je pense, c'est toi, et de pouvoir avoir une place là-dedans. Donc déjà, je te remercie pour ça. Ça sera vraiment mon mot de gratitude, Carole, de m'offrir cet espace et ce temps avec toi. Et puis pour moi, c'est de la gratitude aussi parce que je sais qu'à chaque fois qu'on diffuse une parole comme ça de partage, en fait, on participe aussi à la guérison du monde, chacun là où on est à notre manière. Et ça, pour moi, je pense que ça, c'est le voyage de mon âme nomade, c'est de me guérir. Et en me guérissant, finalement, je participe à la guérison du monde qui, à mon sens, en a bien besoin. Je te rejoins bien là, surtout en ce moment avec tout ce qu'on traverse, c'est de tenir ce fil d'or en nous, cette verticalité, comme on peut là où on est, avec notre histoire, tentant effectivement de semer toutes ces graines de vie, pour que chacun puisse aussi aller là où c'est le plus juste, en conscience, avec discernement, et dans la joie de vivre aussi, ce qui peut manquer un petit peu en ce moment. Donc, ravie de partager cette joie de vivre cette vie qui est comme elle est, comme on a pu en faisant de notre mieux. Et merci de ton témoignage. Je suis ravie aussi d'avoir partagé ce moment avec toi, Estelle. J'ai juste une petite carte pour terminer. J'aime bien aussi tirer cette carte du jeu de Gaïa. Je vais te la lire. Donc, votre vraie mission, c'est de vous aimer, de vous donner ce dont vous avez besoin, de croire que vous êtes déjà tout ce que vous voulez être. Et même, je te dirais, c'est un peu la conclusion que je me suis faite pas plus tard que ce matin, en me disant tout est juste et à sa place. Et en fait, je ne suis plus dans la quête. Je suis vraiment dans ça, ce que tu disais, dans ce qui est. Et ce qui est demain, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est juste pour aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça, quoi. Voilà, et je trouve que c'est vraiment, peut-être, pour moi, c'est une clé pour être en paix. Franchement, être dans l'instant présent et accueillir et accepter ce qui est. Et arrêter de vouloir toujours se changer. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller faire des expériences à l'autre bout de la terre pour se trouver. Je pense que si moi, on m'avait appris à m'accepter et à m'aimer, j'aurais pas eu besoin de tout ça, il me semble. Bon, mais c'était mon chemin, c'est comme ça, je regrette pas et c'est juste. Mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, vraiment, si moi j'avais un conseil, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, quelque chose que j'aime transmettre, c'est acceptez-vous. Voilà, apprenons à nous accepter parce que sinon on sera toujours à la course à la perfection et on n'a pas fini, quoi. Je veux dire, nous sommes des âmes en chemin et tant mieux. Je te remercie infiniment, je t'embrasse et puis je te dis à très vite sur le chemin. À bientôt, Estelle. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.